Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Laideur obligatoire, la destruction systématique du beau. Un regard sur l'art nouveau. Dans cette série, Qu'est-ce que la réalité ? Qui va nous amener certainement à explorer beaucoup de choses assez différentes, je vous propose de me suivre dans les méandres de mon raisonnement et de mes intuitions et de mes voyages intérieurs et voilà. Nous arrivons de toute façon là où tout converge. Parce qu'en fait, notre regard sur les choses, il est fonction de notre angle de vue et de la façon dont nous recombinons les choses, dont nous les comprenons, et chacun les comprend à sa manière et de son angle de vue particulier. Voilà. Donc je vous propose un voyage qui est mon cheminement en fait, tout simplement. Et je vais dire dans un instant pourquoi l'art nouveau. Mais tout d'abord, hier, j'ai vu une émission que j'ai immédiatement traduite d'un Canadien qui parlait de l'architecture nord-américaine, cette architecture de la fin du 19e, début du 20e, qui a été systématiquement détruite. Il y avait des choses absolument fabuleuses. Alors il y aurait à dire sur l'architecture, monumentale, avec le côté un peu écrasant pour l'humain, mais je vous invite à regarder cette émission. On voit des images de choses qui ont été détruites, des photos anciennes, et c'est absolument vertigineux. C'est une vision totalement différente de ce que nous avons l'habitude d'imaginer quand nous pensons au Canada ou aux États-Unis. Et ça m'a immédiatement fait penser, non seulement les photos anciennes, mais également les photos contemporaines. Donc la laideur absolue, l'architecture, le niveau zéro de l'architecture comparé à ce que ça a été, ces extraordinaires, fantastiques constructions pleines de détails, d'ornementation, mais tous azimuts. Ça m'a fait penser à la ville de Malmö en Suède, tout au sud de la Suède, la deuxième ville de Suède, la troisième, je sais même pas, qu'importe, juste en face de Copenhague, qui avait une architecture comme ça absolument fantastique. Il en reste encore. Malmö n'était pas très grande, pas très étendue, parce que c'était surtout autour du port, mais c'est assez comparable parce que les immeubles sont assez grands, comme aux États-Unis. C'est un peu, ça m'évoque le même genre d'architecture, et puis l'architecture 19e est comparable, et la façon dont cette architecture a été détruite, foudroyée pour mettre à la place des choses qui sont, n'est-ce pas, le verre et l'acier dans le meilleur des cas, ça aussi c'est tout à fait comparable. Donc tout le processus est comparable. Il est vrai que toutes les villes du 19e, fin 19e se ressemblaient quand même beaucoup, et on a une impression à la fois de gigantisme, de choses monumentales, mais pensons par exemple au Grand Palais, ces verrières absolument magnifiques, comme un écrin comme ça au milieu de la verdure, au bord du fleuve, avec tous les matériaux nobles, la pierre sculptée, le fer forgé, des inspirations comme ça, on va y revenir, des inspirations de la nature, avec des formes florales, un foisonnement extrême. Bien, donc cette architecture 19e et début 20e, c'est ce qu'on a appelé entre autres l'art nouveau, l'art floral, Jugendstil, le style nouille, le style nouveau. Et c'est quelque chose auquel je me suis particulièrement intéressée à un moment. J'ai fait des photos justement des vestiges de l'art nouveau à Paris quand j'y vivais. Notamment Hector Guimard, qui, vous le savez, est l'architecte du métro parisien. Mais avant ça, il était architecte, et c'est surtout un esprit, curieux, touche à tout,
Il a exploré absolument tous les matériaux. C'était quelqu'un qui dessinait, c'était quelqu'un d'absolument passionné. Alors même si je me méfie absolument des personnes dont on connaît le nom, des personnes qui ont accédé à une forme de célébrité, s'il a été l'architecte du métro parisien, c'était quand même un très très gros chantier. Donc voilà, je sais pas près de quel cercle de pouvoir il évoluait, mais en tout cas quand on voit ce qu'il était, enfin la fécondité de son esprit créatif, et aussi les compétences multiples qui étaient celles de cet homme, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, voilà, je voudrais vous proposer de regarder ensemble l'œuvre d'Hector Guimard, enfin un petit survol. Si nous considérons l'architecture, le mobilier, le dessin de bijoux, et quelles sont les inspirations selon moi de l'Art Nouveau. J'y vois beaucoup de choses, des formes très organiques, on peut même imaginer des boucles de cheveux, des méandres de rivières, quelque chose qui pour moi se rapporte exactement à la vie. Quelque chose qui pour moi se rapporte exactement à la vie et qui fait rentrer la vie, la magie dans l'architecture, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, là où les gens vont habiter. Chaque artisan a sa place et son génie propre. Nous voyons le bois, la pierre, le fer forgé, la céramique, le verre, la lave émaillée, la peinture, le stuc. Absolument tout est magnifié, il y a une recherche de la beauté, mais une recherche de la beauté qui n'est pas celle qu'on nous vend maintenant, le minimalisme, les angles très aigus, c'est une recherche de la beauté qui a pour inspiration le vivant, le mouvement du vivant, les formes toujours changeantes, la symétrie, la fluidité, la grâce, le foisonnement des couleurs et des formes. Quelque chose d'absolument somptueux, magique, qu'on retrouve dans l'anatomie de l'homme et des animaux, dans la biologie, donc dans la botanique, dans le mouvement des astres, absolument dans tout ce que l'on voit et qui vit. Cette architecture-là a été systématiquement détruite aux États-Unis. Mais chez nous aussi, chers amis. Elle a été détruite et ça mériterait qu'on en parle. Au lendemain de la guerre, les bombardements ont détruit de nombreuses villes françaises et allemandes, bien sûr. Mais françaises, tout d'abord, parlons-en. Dans Uranus, est-ce que c'est de Robert Merle, Uranus, qui est la période, juste après la libération, donc où la France règle ses comptes, les gens disent, mais sans le dire parce qu'ils s'autocensurent, que les bombardements ne proviennent pas des Allemands, bien sûr, mais des Américains. Mais ils peuvent pas le dire. Alors ils disent, les Allemands, ils exagèrent, les Allemands. Les Allemands, ils vont tout nous détruire, les Allemands. Mais ce n'étaient pas les Allemands, c'était les Américains. Les Américains, après la guerre, ou vers la fin de la guerre, ont détruit l'Europe. Et les gens le savaient. Bien sûr, ils ont détruit l'Allemagne par mesure de rétorsion. Je préfère passer pudiquement sous silence tout ce qui s'est passé en Allemagne. Honte aux vaincus, malheur aux vaincus. Les villes allemandes ont été détruites.
détruites. Et ce qui en a poussé après, eh bien c'est la même chose, c'est la même esthétique, si j'ose dire, que les villes américaines. Donc ce sont des quadrillages complètement sans âme, avec des blocs, des immeubles qui ne ressemblent à rien, une architecture totalitaire, comme on dit l'architecture, comment on appelle ça, fasciste, immense, écrasante, dépourvue de beauté, pas d'ornement, enfin rien. Et là, non seulement l'homme ne trouve pas sa place quand il habite là-dedans, quand il évolue là-dedans, quand il se déplace à l'intérieur du tissu urbain qui est conçu comme ça, mais personne ne trouve sa place pour fabriquer cette ville. En fait, ce sont des petits ouvriers robots du bâtiment qui coulent du béton, et voilà, ça se limite à ça. Il n'y a pas le sculpteur, il n'y a pas le charpentier, il n'y a pas... Avec ce gigantisme... Plus personne ne trouve sa place, mais surtout les corps de métier sont réduits à de l'exécution. C'est ça la place de l'homme dans la ville. Bon, moi je suis pas une défenseresse des villes, mais on pourrait imaginer une ville avec des verrières, des serres, des parcs, une déambulation dans la ville qui ne serait qu'une longue promenade dans un jardin. Et là, je vais reparler de Malmö. Malmö, cette ville où il y a quand même beaucoup de cheminements, justement, qui peuvent se faire à travers des parcs ou des promenades, même si la ville est en démolition contrôlée, bien sûr, mais on voit que la ville était conçue comme ça, autour d'un espace où il fait bon vivre, de grandes places magnifiques, des ensembles architecturaux très beaux, et puis des parcs, la proximité des plages, enfin beaucoup d'espaces libres et d'espaces verts qui sont bien sûr de plus en plus remplis. Mais on pourrait imaginer une ville comme ça. Et là, en tombant sur cette émission, sur la façon dont a été détruit systématiquement le beau et l'architecture, et tout ce qui avait du sens, et l'ornementation, la recherche esthétique de quelque chose qui élève l'âme, et dont les inspirations sont plutôt le vivant, les cathédrales de pierre, les cathédrales d'arbres que sont les forêts, enfin tout ça, les matériaux nobles que l'on trouve dans la nature, la terre cuite, le bois, la pierre, le marbre, tout. Bien, avec l'éradication du beau, il était également question de ce qui est arrivé aux villes, absolument à toutes les villes, cette théorie du déluge de boue avec le rehaussement du niveau du sol, du niveau des rues. Donc moi j'en ai toujours entendu parler de ce rehaussement qui serait dû à des stratifications, tout ça, et qui finalement, on en reparlera une autre occasion. Pour moi ça tient plus vraiment la route, ça peut pas vraiment marcher, mais bon, la stratification, je veux dire, l'histoire de la boue là, ça me fait vraiment réfléchir. Et parlant immédiatement accolé, on a l'idée de la Tartarie. Alors cette mémoire collective qui aurait été complètement effacée, et en fait la Tartarie serait une civilisation plus avancée, ci et ça, l'électricité, enfin beaucoup de choses. Tout arrive d'un bloc comme une espèce de raz-de-marée, et tout d'un coup ce qui émerge, c'est pour moi cette vision d'une ville avec un peu de gigantisme et beaucoup de beauté, une ville avec beaucoup d'espace, avec à la fois des voitures à chevaux, de l'automobile, sous quelque forme que ce soit, des vélocipèdes, enfin quelque chose où il y a quand même, on se demande sur quel rythme vivaient les gens, c'est pas trop tout, on comprend pas tout, mais il y a beaucoup d'images et de photos, et des photos qu'on comprend pas toujours, avec et même des photos anachroniques de personnes qui semblent avoir un téléphone portable à l'oreille lors des expositions universelles tournantes du 19e siècle. Donc là, tout d'un coup, émerge une vision de la ville et du monde, un monde moderne, mais où il fait bon vivre, pas le monde exactement de la révolution industrielle où tout est laid et où l'électricité a pris toute la place, mais peut-être un peu autre chose aussi, je sais pas trop. On a vu beaucoup de photos, des anciennes photos des villes fin 19e, et il y a encore aussi beaucoup de maisons de bois, il y a des grands espaces, tout n'est pas aménagé. Il y a quelque chose comme ça qui est pourtant pas si loin de nous et qui a été absolument éradiqué. Notamment dans les années 60, vous savez par exemple qu'il y avait un projet d'autoroute qui passait dans Paris. Donc l'intégralité du tissu urbain aurait été foudroyée.
Ça n'a pas été le cas à Paris. Le site est préservé, relativement préservé. Il y a des quartiers entiers comme le front de Seine, des quartiers entiers qui ont été foudroyés, qui ont été détruits. Haussmann lui-même avait déjà complètement restructuré Paris, le Paris ancien, insalubre, enfin bon, on sait pas trop tout ça, on sait pas trop. Et justement, dans Paris, il y a tout un tissu qui est toujours là, d'une architecture absolument magnifique, du 19e, 19e, tout début 20e, avec l'art nouveau, l'art déco, et puis la préservation des espaces plus anciens, les parcs, les espaces, les champs de Mars par exemple, tous ces grands espaces à ciel ouvert, les monuments qui étaient déjà là, c'est pas complètement détruit à Paris. Mais il y a des quartiers entiers ça gagne, ça gagne. Vers Bercy, c'était très joli, c'était un village, ça ressemble plus à rien, voilà. Et de même à Bruxelles, vous savez qu'à Bruxelles, il y avait Victor Horta et d'autres, fer de lance du Jugendstil, de l'art nouveau, avec pareil, c'est le Guimard belge, c'est absolument somptueux, ces formes arrondies, organiques, extrêmement fluides, qui semblent vivantes. Il y a eu beaucoup de constructions à ce moment-là. Et il faut que vous sachiez que beaucoup d'entre elles ont été détruites assez rapidement. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé quand je m'intéressais à Hector Guimard. J'étais allée photographier tout ce qu'on pouvait trouver d'Hector Guimard, pas seulement le métro, mais les réalisations architecturales. Donc il y a plusieurs périodes. Il y a la période composite, où ça part un peu dans tous les sens. Il utilise beaucoup de matériaux différents. C'est l'époque des castels, ça c'est les petits manoirs 19e, les petits manoirs bourgeois, souvent asymétriques, très inventifs, très créatifs, très jolis. Bon, tout ça a été détruit. Alors ça tenait pas la route, nous dit-on, les matériaux étaient mal choisis, l'entrepreneur avait été négligent. Bon d'accord, c'est dommage qu'il ait choisi pour travailler que des gens qui savaient pas bosser, comme constructeur, bon, d'accord. Et puis dans les périodes suivantes, à la fin, c'est très épuré, c'est des courbes dans la pierre et des formes très épurées, d'appuis de fenêtres en fer forgé, qui évoquent les structures osseuses ou des lianes, des choses très 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 épurées, l'âge de la maturité pourrait-on dire. Et il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, y compris les édicules de métro, qui étaient très beaux, ceux qui étaient en bois, certaines verrières aussi, il y a des photos, ils ont été démantelés. On se demande bien pourquoi, c'était pas très grand, ça aurait été très facile à restaurer, peut-être qu'ils étaient même pas abîmés, en tout cas il y a de quoi se demander pourquoi tant de choses ont disparu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait écho à ces villes américaines dont on nous explique, vous voyez ma vidéo sur la question, qu'elles ont toutes connu des incendies majeurs, toutes, qui les ont détruites. C'est marrant, il s'est passé la même chose avec ça y est, j'ai oublié le nom, qu'importe, un grand magasin de style Art Nouveau qui a été détruit par un incendie dans les années 60. Et quand je pense à ça, bon, c'était l'un des derniers, la maison du peuple aussi de Victor Horta a été détruite. La maison du peuple. Donc vous voyez, il y avait un souci de culture populaire et le palais du peuple, c'est quand même pas rien, c'était quelque chose de très beau, un emblème. Et elle a été détruite au lieu d'être restaurée. Ça se trouve, elle avait même pas besoin d'être détruite. Ça a suscité un tollé. Et à la place, c'est une horreur de verre et d'acier, sans âme, qui a été mise là. Et tout le monde est absolument indigné. Et ça me fait bien penser à Bruxelles que je n'ai rencontré que comme ça. J'ai pas mal voyagé à travers l'Europe en train. Quand je me déplaçais de France jusqu'en Suède, aux pays scandinaves, j'ai fait très souvent l'aller-retour. Et me retrouvant à Bruxelles, je me suis retrouvée dans le quartier de la Gare. J'ai souvent marché longtemps dans les villes aussi, quand j'avais du temps à perdre. Des quartiers entiers complètement dévastés, détruits et en reconstruction, mais ce faux luxe post-moderne d'immeubles tirés au cordeau, immense, absolument immense, totalitaire, laid, où l'homme ne trouve plus sa place. Et j'ai vu surtout des quartiers entiers détruits et qui étaient restructurés sous forme de blocs et de surfaces immenses.
élevés en immeubles. J'ai vu la même chose à Copenhague, qui était aussi, me semble, une très jolie ville du Nord, avec de l'architecture de briques et de très belles choses comme à Malmö. Malmö et Copenhague d'ailleurs se font face, quelques dizaines de kilomètres entre les deux, le détroit là. Et je vois que ces destructions sont intentionnelles, les incendies sont manifestement intentionnels, la destruction de cette architecture florale, organique, qui nous amenait clairement vers la magie, a été intentionnelle. Il fallait pas que l'humanité prenne ce chemin-là, le chemin de la douceur de vivre, de la beauté, du sens, du soin esthétique. Et là où chacun trouve sa place, parce que c'est un monde d'artisans, un monde d'artistes, un monde où chacun participe à l'effort en faisant un travail de qualité, avec des matériaux de qualité, pour une vie de qualité, et avec des compétences particulières, une habileté, un monde où la main de l'homme a beaucoup de valeur, la main qui tient le pinceau, le ciseau, n'importe quel outil, un monde où la créativité est à l'honneur, où la beauté, où la couleur, où la forme sont à l'honneur, partout, tout devient artistique et beau. Les objets du quotidien sont conçus pour la beauté, pour apporter un sentiment de beauté et d'harmonie. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est le monde bourgeois, c'est pas le monde de l'ouvrier. Et je vous rappelle, même dans ces immeubles qui sont les précurseurs des HBM, HLM, des immeubles faits pour les gens ordinaires, la beauté est à l'honneur. Dans la maison du peuple, la beauté est à l'honneur aussi. L'idée, c'est que l'humain peut se réapproprier la beauté, même dans la simplicité. Et ce monde, tout d'un coup, qui avait commencé à prendre naissance après la révolution industrielle, ce foisonnement artistique est étouffé dans l'œuf par les deux guerres. Et après les deux guerres, nous avons cette esthétique du modernisme. En Suède, c'est la science de l'ingénieur qui culmine dans l'apogée de ça, c'est l'avènement de la société Ikea. Le design danois, le design suédois, made in China, Ikea made in China. Nous y voilà. La laideur obligatoire, le nivellement, c'est pratique. Il faut que ce soit pratique. Il y a aussi un petit peu du Bauhaus, cette espèce de nihilisme du Bauhaus. Il y a des gens qui trouvent ça joli. Oui, c'est beau, c'est vrai, mais quelles sont les inspirations du Bauhaus, la ligne droite, les choses comme ça. Disons que notre esthétique actuelle, dans le meilleur des cas, se réclame de cette école de pensée, de style, et c'est pas pour notre bien. Un mot sur les inspirations de l'Art Nouveau. Je voudrais soumettre à votre examen quelques images de la beauté infinie des formes organiques, des formes du vivant, du mouvement. Et même si ce monde du 19e nous paraît extrêmement bourgeois, sclérosé, fermé, il est peut-être moins que nous le croyons. Il est peut-être moins fermé et moins nihiliste que notre monde à nous,